tango ekoki oyoyo tango yangoyo ekoki Papa Stéphane Balamwange oyeye rejoindre sur le plateau. Monsieur le Président, vous êtes le bienvenu sur Télé 50. Merci beaucoup. Comment allez-vous? Bienvenue. C'est un plaisir. C'est un plaisir en tout cas de retrouver cette fois-ci le président Christian Bossembe. Il est partagé le plaisir. Jeune président. Merci. Le vent en poupe. Ces fauteuils, vous les connaissez déjà? Si, si. Installez-vous. Merci. Beaucoup de plaisir de vous recevoir ici parce que les téléspectateurs, lorsque j'ai mis cette émission en annonce tout à l'heure, enfin depuis hier d'ailleurs, une cinquantaine de questions, on va choisir quelques-unes, Ok. mais beaucoup plébiscitent un peu votre arrivée au niveau de cette structure qu'on appelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Est-ce que le Christian Bossembe d'avant, journaliste, animateur, juriste, et président aujourd'hui, qu'est-ce qui a changé dans sa façon d'appréhender le monde? Merci. Le Christian qui était ici, Merci il y a beaucoup. quelques mois. Alors, c'est le même Christian. Il est tout simplement animé par, je crois, une autre volonté, une nouvelle d'ailleurs, celle de réguler. C'est un peu, vous êtes dans le rôle d'arbitre. Avant, vous étiez joueur, maintenant, vous êtes dans le rôle d'arbitre. Et l'arbitre n'a pas de position, si ce n'est le respect de la norme, des règles, ainsi de suite. Le joueur a une seule idée, de marquer le but. Alors que l'arbitre, lui, le but, c'est pas le plus important, c'est le respect des règles de jeu. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Alors, le Christian qui était fougueux, entreprenant, parfois cinglant, pointueux lorsqu'il fait ses analyses dans Buzz, est-ce que ça a changé? On vous trouve assez pondéré, équilibré pour ne pas dire tempéré. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est le rôle de l'arbitre, c'est les exigences de la fonction. Alors là, donc, on est porté par un seul but maintenant, c'est de corriger l'espace médiatique. Comment le rendre plus sain? Comment permettre aux parents et aux enfants de suivre la télévision sans heurte? Comment faire pour moraliser? Parce qu'au Congo, nous n'avons pas, malheureusement, ce laboratoire de la pensée. Mais c'est ça qui est en réalité le laboratoire de la pensée. Nous sommes en réalité, je veux dire, la colonne vertébrale de la quiétude publique, du vouloir vivre ensemble. Puisque nous avons la mission de promouvoir l'unité, de promouvoir la culture congolaise. Et la culture, ça veut dire l'ensemble de nos valeurs, ainsi de suite. Alors quand vous avez ces responsabilités-là, oui. Ben, vous êtes tenu... Vous réfléchissez deux fois avant de vous exprimer. Bien évidemment. Et c'est toujours pas facile de ne plus parler quand tu vois des choses. Tu dis, mais j'aurais bien voulu, mais malheureusement... Et maintenant, vous ne tweetez plus, plus possible. Vous ne donnez plus, faites plus des analyses. Non, c'est plus possible. Ah. Ouais. On va justement revenir sur l'homme et sur tout le parcours, voir effectivement ce jeune qui est venu de l'Équateur, qui est devenu aujourd'hui président d'une grande institution, parce qu'en RDC, lorsque le président, une grande manifestation se fait quelque part, obligatoirement, le président du CESAC doit y être. Bien sûr. Voilà. Et c'est un grand honneur, et ça ici, il faut le dire, ça marque une volonté politique du président de la République d'abord. De rajeunir. De rajeunir l'espace. C'est extrêmement important parce que c'est une nouvelle vision, c'est une nouvelle énergie. Quand on est jeune, on a envie d'oser, on a envie d'essayer, et toute cette innocence de la jeunesse vous permet de faire un peu plus. Parce que quand vous avez atteint un certain âge, bon, après, vous prenez des précautions. Vous êtes très tolérant, vous laissez passer ceci, vous laissez passer cela, et après, ça ne profite toujours pas. Donc, voilà. Voici donc Christian Bossembe, l'invité du show. Non, ça va d'abord contre... Oui, ça va, sauf seulement que je n'ai pas travaillé à la Radio Liberté Kinshasa, mais plutôt Radio Liberté Mbandaka. Oui, Radio Liberté, c'est tout en Mbandaka plutôt. Oui. Radio Liberté Mbandaka. C'est les médias, télévision et radio d'ailleurs, déjà permet pas. J'ai posé cette question parce que la dernière émission que nous avons faite ensemble, beaucoup de gens me disaient pourquoi vous ne lui avez pas posé la question sur ses ambitions. Ok. Je vous la pose maintenant, cette question. Ben, je suis la grande muette, je n'ai pas d'ambition pour l'instant. Plus d'ambition? Surtout pas affichée en tout cas. Elles peuvent rester là, mais ce qui est sûr, c'est que mes ambitions peuvent être lues par le président de la République ou par je ne sais quel autre courant. Mais en tout cas, pour l'instant... D'abord, le CESAC dépend de qui? Le CESAC, c'est une institution d'appui à la démocratie
qui ne dépend que de la Constitution et de la loi de la République. Nous n'avons pas de tutelle. Que de la Constitution. Que de la Constitution. Nous n'avons pas de tutelle et nous n'avons pas de lien de subordination avec un quelconque courant politique. Ce qui fait que nous avons ce qu'on appelle un serment d'ingratitude vis-à-vis de ceux qui nous nomment, puisque nous sommes nommés par le président de la République, désignés par lui. Ensuite, quand on arrive, il y a élection à l'interne. Alors, du moment où vous êtes désigné par le président, par ordonnance présidentielle, il y a un processus qu'on appelle le serment d'ingratitude. Donc à ce moment-là, vous êtes obligé d'être ingrat vis-à-vis de la personne qui vous a... C'est un peu comme la Cour constitutionnelle. Exactement, un peu comme la Cour constitutionnelle. Ça veut dire qu'aujourd'hui, la plénière du Conseil supérieur de l'audiovisuel peut prendre une décision qui va à l'encontre de ce que pense le président. Bien sûr. C'est même, on va dire, la plénière est notre organe suprême. C'est la plénière, en fait. C'est elle qui peut décider de me défenestrer aujourd'hui. C'est elle qui peut décider de faire partie. Donc, Félix Tshisekedi ne peut pas prendre son téléphone. Il appelle à M. Bossembe, ferme-moi la radio Mille Collines, ferme-moi telle chaîne de télévision, tel journal. Malheureusement, pour deux raisons. La première raison, c'est qu'il est lui-même naturellement quelqu'un de très démocrate. Donc, il a cette valeur intrinsèque en lui, ce qui ne lui permettra pas de le faire. Deuxièmement, il y a la loi qui ne lui permet pas non plus de le faire. Donc, dans tous les deux cas, c'est peut-être pas possible qu'il le fasse. Parce que depuis que je suis là, je n'ai jamais reçu un seul appel du président, ni direct ni indirect, pour me demander quoi que ce soit. Et le président veut tout simplement que l'on veille à la loi. Oui, bien sûr. En tout cas. Félix Tshisekedi ne vous passe jamais des coups de fil. Jamais. Attention, c'est les élections. Jamais. Commence à me nettoyer l'environnement médiatique. Jamais. Pour que personne ne me dérange. Mais vraiment jamais. Ni de près, ni de loin, ni par personne interposée. Il ne l'a jamais fait. Aucun service ne m'a déjà appelé pour me donner une quelconque directive. Ni l'ANER, ni la DIAP, mais c'est jamais arrivé. Ni l'Assemblée nationale. C'est jamais arrivé. C'est jamais arrivé. Donc, Christian Bossembe est un homme libre. Bon, alors moi déjà, je suis né libre, naturellement. Je suis né libre déjà, je suis pas né enchaîné. Et l'avantage que j'ai, je tombe sur une période où celui qui dirige est extrêmement ouvert et très libre. Et vous allez vous rendre compte, vous-même, je l'ai dit plusieurs fois, ça va faire 4 ans, aucune coupure de réseau Internet. Malgré tout ce qu'il y a comme insulte, comme propos assez déconcertants, mais jamais une fois on a coupé. Et aucun média n'a été fermé depuis 4 ans. Ce qui fait qu'on bénéficie un peu de cela. Ça nous montre au moins que voilà, ceux qui gèrent le pays en ce moment ne sont pas véritablement des belliqueux. Ce qui veut dire que dans cette année électorale, la population qui nous suit peut s'attendre à ce que les choses aillent dans le sens d'accalmie. Qu'on ne coupe rien, qu'il n'y a pas de menaces, par exemple. Non, ça on ne peut pas promettre. Par contre, je peux promettre qu'il y aura beaucoup de médias qui seront fermés. Ça, c'est sûr. Alors, c'est quoi la différence? Non, la différence, c'est que les médias qui seront fermés seront des médias qui ne sont pas en ordre. Aux normes? Mais bien sûr, puisqu'il faut mettre de l'ordre. Parce que ce qui a manqué depuis très longtemps, c'est l'ordre et la discipline. Il faut bien que quelqu'un paye pour ça. Et nous allons le faire exactement. On va regarder. En tout cas, il faudrait que les gens ne soient pas en ordre pour qu'ils soient fermés ou tout ça. Mais ceux qui sont en ordre, ce ne sont pas les propos qu'ils tiennent qui vont nous agacer. Encore que les propos doivent être tenus dans le respect de la norme. Si c'est le respect de la norme, il n'y a pas de problème. Parce que le rôle du CISAC est un rôle assez important. Vous savez, il faut jouer à l'équilibre. Il faut promouvoir la démocratie, mais il faut vous battre contre les libertinages qui peut vraiment déranger le pays. Et donc, quand on est dans ces conditions-là, c'est pas très facile. Tantôt, voilà, vous avez ici les écarts, vous avez ici des propos assez, voilà, qui peuvent déranger. Virulents, quelquefois. Voilà. Alors, il faut vraiment veiller à ce que la démocratie ne soit pas dérangée, mais que la délinquance ne prolifère pas non plus. Alors, lorsque vous arrivez au niveau du CISAC, on va revenir sur les conditions d'arrivée, tout ce qui est comme polémique, il n'y a pas de problème. C'est plus aujourd'hui important. Vous avez fait un grand discours, enfin, j'ai eu la chance d'être là. On a trouvé que c'était assez ambitieux. Moyen, long terme, avec en quelque sorte des perspectives de professionnalisation. Donc, en quoi ça retourne? Qu'est-ce que cela veut dire? Vous voulez faire quoi exactement? Et quels sont les moyens à votre disposition pour le faire à court terme? Alors, le premier, il faut d'abord dire aux gens que le premier moyen sont moraux, sont d'abord intellectuels. Oui. L'argent, c'est la conséquence d'un raisonnement bien arrangé et bien fignolé. L'argent vient toujours, c'est une conséquence. Mais maintenant, là, le problème, c'est que, qu'est-ce que nous voulons? Nous voulons avoir un paysage médiatique respectable.
concurrentielle. On pleure aujourd'hui, on se plaint que les autres voilà, télédistributeurs nous amènent de la culturation. On vit carrément dans trop de chaînes qui viennent de l'étranger, parfois les youtubeurs, ça fait c'est un cafouillage. Exactement. Il y a même risque de dire qu'on est en train de vivre en exil culturel, parce qu'on ne connaît plus rien de nous-mêmes. Une crise identitaire, une panne même, on va dire, identitaire. Comment résoudre ça? Il faut donc soutenir le média congolais. Des médias, il faut donner le moyen aux médias, il faut former les journalistes, il faut professionnaliser les médias. Et toutes ces choses, ça demande de l'argent. Mais l'argent, c'est la conséquence encore, comme je l'ai dit. On a des programmes qu'on a mis en place. Notre feuille de route demande environ 16 millions. Mais j'avais honte de le dire quand j'étais allé à l'étranger, puisque 16 millions... On a dit qu'ils sont partis chercher 16 millions à l'étranger, alors qu'il y en a des centaines ici. Non, ce n'est pas qu'on était allé chercher 16 millions. On est allé chercher de l'expérience des autres. On est allé chercher de la connaissance des autres aussi. Puisqu'après, il faut voir comment les autres vivent, les modèles qui réussissent, comment on fait. C'est ce qu'on est allé faire à l'extérieur. Donc, du coup, quand vous avez une feuille de route qui vous demande 16 millions de dollars, quand vous allez à l'étranger, on vous parle, est-ce que vous êtes sérieux? 16 millions pour 5 ans? Plus personne ne vous croit. Et vous faites un truc de 16 millions, mais pour 5 ans. Mais nous dépensons 200 millions par an. Nous avons... Alors, nous, on l'a fait. Une seule chaîne de télé dépense des centaines de millions de dollars. Bien évidemment, quand vous avez RTBF, par exemple, les autres que j'ai rencontrés, ils vous parlent de sommes que vous n'avez pas l'idée. Mais nous sommes allés modestement. On a dit, avec les 16 millions, on peut réussir à donc mettre... vos 16 millions, c'est pendant 5 ans. Oui, pendant 5 ans, c'est pas une année. C'est pas beaucoup, effectivement. Mais maintenant, il faut d'abord donner le meilleur de nous. On doit d'abord montrer qu'avec peu, on peut faire plus. Et avec plus, on fera des exploits. Si déjà avec rien, on fait peu, donc avec peu, on fera plus. Avec plus, on fera des exploits. Alors, vous parlez de moralité. Enfin, dans l'ordre, vous commencez par l'homme, par les machines ou par la structuration? L'homme d'abord. Parce que nous allons avoir une série de formations de journalistes. Vous savez, Jean-Marie Gassamba, vous êtes président d'ailleurs de l'UNPC. Vous connaissez le niveau des journalistes aujourd'hui. Peu sont ceux qui lisent suffisamment. Et nous avons un problème caractériel, on va le dire un problème congénital. Quand vous avez passé 5 ans à l'université pour apprendre le journalisme et que vous n'avez pas appris les sciences politiques, vous n'avez pas appris le droit, vous n'avez pas appris la biologie, vous n'avez pas appris des sciences carrefour de la vie. Vous école après. C'est pas possible. Parce que, figurez-vous, vous recevez un monsieur comme professeur Mbata, ou vous recevez quelqu'un comme professeur comme Okuni, je ne sais pas qui d'autre. Il vous parle de droit, vous êtes journaliste. Comment vous allez faire pour vous défaire? Vous avez quelqu'un comme Essambo devant vous, oui, avec qui vous parlez droit. Mais vous êtes journaliste, vous avez fait 5 ans à l'université. Vous serez déphasé, totalement déphasé. Donc nous sommes en train de plaider pour qu'il y ait, je veux dire, un changement. Sinon, une amélioration dans le système éducatif pour donner aux journalistes ne serait-ce que des bases d'autres secteurs. Un journaliste, quand il est à la télévision, il doit avoir une spécialité. S'il est expert en biologie, quand vous recevez le docteur Mouyembe et qui vous parle par exemple je vais dire un truc, par exemple hypothalamus, mais comment vous comprenez que c'est l'hypothalamus? Des immunités. Donc, par exemple. Donc, ça veut dire que quand le journaliste a une base en dehors du journalisme, il a une autre base, ça ouvre l'esprit. Et ça le permet d'avoir le même niveau et de même donner la bonne qualité de l'émission. Mais qui va former alors? C'est pourquoi nous disons... Est-ce que le CESAC va travailler avec les universités, les centres de formation, ou le CESAC qui organise des séances de formation à court terme ou en formation continue par exemple? Nous avons 2 façons de voir les choses. Oui. La première, c'est de nous dire nous avons des talents ici au Congo. Jean-Marie, je peux encore le dire aujourd'hui, si vous donnez cours aux gens pour comment faire un média, on vous écoute beaucoup plus facilement que si c'est un Français qui vient nous raconter sa vie. Puisque Jean-Marie a commencé ici, on l'a vu ici, on connaît le goût du style que vous avez, on connaît la rigueur dans le travail que vous avez. Donc nous allons discuter avec les locaux d'abord, qui connaissent bien la chose. Il y a vous, il y a Christian Lusakoueno, il y a bien d'autres. On dit, ok, ces gens-là feront partie de notre panel de formation des journalistes. Nous avons des techniciens importants dans ce pays qui savent communiquer la technique. Des réalisateurs importants que l'on peut appeler, mettre encore à contribution. On dit, venez, il y a un atelier qui va se passer à Lubumbashi, qui va se passer à Kolwezi, qui va se passer par exemple à Mbandaka ou à Djungu. Venez former, ou à Mbujimaï, venez former des techniciens. Venez former de caméramens, venez former de monteurs. Et c'est ça qui va se passer. Et donc, dans ce panel-là, il y aura ce mixage. Il y a un Jean-Marie Kassamba, il y a voilà, donc, un autre blanc ou un autre chinois ou un autre japonais. Parce que la science, elle est universelle. Sa pratique, elle est locale. Mais nous avons besoin de toutes ces personnes-là. Qui va financer ça?
Alors, il y a deux possibilités encore une fois. La première, c'est l'État congolais peut financer, et d'un autre côté, les partenaires. Et les partenaires alors, quand je suis allé, par exemple, à Paris, en Belgique, tous voulaient finalement ils sont disposés. nous aider, bien évidemment. Ils ont dit, on attendait un programme clair, on l'a vu, il est ambitieux, parce que, je vous dis par exemple une histoire, j'arrive chez Arcom, et pendant qu'on discute avec le président d'Arcom, une question, voilà, donc innocente quand même pour me dire, est-ce que votre indépendance, comment et tout. J'ai dit au monsieur, écoutez, vous êtes nommé par votre président, de la même manière que moi. Alors pourquoi moi je dois prouver mon indépendance et vous ne prouvez pas? Donc vous pensez que vous êtes né indépendant et moi je dois m'affranchir. Pas mal. Alors il dit, mais oh là, mais vous avez la gueule. Non, j'ai dit, il n'y a pas de gueule, c'est le moment qu'il faut qu'on change notre manière de voir les choses. Et c'est ce qu'on va corriger maintenant. Parce que quand on a rencontré ces gens, on leur a dit la même chose. Nous venons vers vous, pas pour demander de l'argent. Nous venons échanger des connaissances. En Belgique, j'ai dit la même chose. On est beaucoup plus avancé que vous d'ailleurs. Il était étonné. Il dit, mais oui, j'ai dit, on est beaucoup plus avancé que vous. Et ce n'est pas ici qu'on vient chercher la connaissance. Ici, on vient chercher l'expérience. Comment vous faites pour avoir des chaînes comme RTBF, des chaînes comme RTL, la presse écrite, comme Le Soir, ainsi de suite. On essaie de voir Libre Belgique. Oui, on essaie de voir toutes ces choses et on se dit, il est possible de redonner de l'espoir aux Congolais. Il est possible de financer le contenu. Encore un autre élément, Jean-Marie, regardez un peu ici. Toutes les émissions sont politiques. En répertoriant, malheureusement, en répertoriant au Congo, il y a 3 secteurs qui, finalement, alimentent les médias. C'est la politique, c'est la musique et la religion. Point. Alors, quand vous avez ces 3 éléments, or, ce sont ces 3 éléments que le professeur Kamana, paix à son âme, a parlé de l'imbécilisation collective qui est due à la musique, à la politique et à la religion. Et nous avons exactement les 3 secteurs qui inondent notre média. Mais comment le mental des Congolais va changer si on n'a que la religion, si on n'a que la politique? Il n'y a pas les sciences. Pas de découvertes. Pas de découvertes, il n'y a pas des chaînes de documentaires sur l'histoire du Congo. Alors, c'est pas possible. Voilà. Donc, ce qui fait que quand on vous parle d'un Kimbangu, oui. vous avez dans votre tête, vous croyez que c'est une secte. Pourtant, c'est les piliers de notre identité au Congo. Quand on vous parle de Kipanvita, vous pensez que c'est pas bon à enseigner aux enfants. Mais vous êtes très à l'aise quand on parle de La Fontaine. Quand c'est La Fontaine, on est très à l'aise. Mais quand on parle de Mikombe les démons, vous pensez que c'est des histoires qu'il ne fallait pas suivre. Donc, il faut changer ces choses-là. Il faut remettre à la télévision le goût d'être suivi. Nous voulons voir des documentaires sur Ngandajika. Pourquoi Ngandajika? C'est quoi les noms de Ngandajika? Qui était le premier à avoir ce nom-là? Nous voulons avoir des médias où on parlera de toutes ces choses. Lorsqu'il y a eu les états généraux de la communication et des médias, on a parlé de la viabilité des médias. On a parlé de la publicité qui doit financer les médias. On a parlé de l'État, les subventions de l'État. Quelle est la part du CESAC dans cet encouragement aux structures de médias qui doivent être des modèles économiques rentables? Le CESAC, notre rôle, c'est la régulation. Notre rôle, c'est le contenu. Nous sommes des gardiens du contenu. Et on n'est pas que le gardien du contenu pour suivre ce qui s'est fait. Non, mais pour accompagner ce qui doit être fait. Et c'est ça notre but, en fait. Quand on regarde le média, par exemple, parce qu'il y aura une campagne avec tous les hauts conseillers, nous allons faire le tour de toutes les chaînes et tout le pays, bientôt. Tous les pays, on va faire le tour de tout le pays. On va certainement se départager. Il y en a qui vont aller au nord, au sud, à l'est. Tout ça dans le but de répertorier les médias et voir si ils sont viables. Et ceux qui ne sont pas viables, c'est quoi le besoin? Identifier le besoin et apporter des solutions. Donc, ce qui fait que nous allons non seulement former les gens, mais nous allons aussi apporter de l'aide. Parce qu'il y a aussi la subvention. Qui n'arrive pas parce que ce n'est pas formalisé. Ça va arriver, parce qu'on est en train de travailler pour ça. Mais qui auront droit à ces subventions? C'est la question. Oui, mais c'est des médias qui sont en ordre. C'est des médias qui se distinguent. C'est des médias qui ont une grille de programmes qui respectent véritablement la norme au Congo. Et ce sont les médias qui sont en rapport positif, en bon terme avec le pouvoir? Alors, cette notion, elle est compliquée. C'est quoi le pouvoir? Est-ce dans votre pouvoir, on va dire franchement, le pouvoir c'est quoi? C'est l'UDPS ou c'est l'union sacrée? Ben, les deux, mon général. L'union sacrée, on va le dire quand même. L'union sacrée, c'est une conception. L'union sacrée n'a pas de fondement juridique. Donc, on ne sait pas s'adresser à l'union sacrée tout de suite. C'est un fait privé, je pense. Donc, cette notion de médias proches du pouvoir, il faut encore qu'on redéfinisse ces choses-là. Est-ce que vous réfléchissez comme ça au CESAC? Qu'il y a le pool des médias pro-Tshisekedi, il y a le pool des médias de l'opposition, et le traitement est inéquitable. Non, non. Mais nous savons qu'il y a des médias proches des opérateurs
politiques qui sont au pouvoir. Et nous savons aussi qu'il y a des médias proches aux opposants. Ça, on sait. Alors, comment vous faites? Mais dans le traitement, il n'y a pas de problème. Dans le traitement, il n'y a aucune différence. Tous les médias sont traités. Il n'y a pas de directive, de consignes. Soyez plus tolérant avec ceux-là et moins tolérant avec d'autres. Puisque je vous ai dit que personne ne m'a déjà appelé et personne. Si moi on ne m'a pas appelé, on ne peut pas appeler les autres hauts conseillers, puisque c'est moi qui signe à la fin. Donc ce n'est pas possible ces questions. Tous les médias sont, à nos yeux, sont des médias. Nous n'avons pas besoin de votre couleur politique ou de votre tendance. Puisque même en France, vous avez des médias de gauche et des médias alignés à droite. Là n'est pas notre problème. Mais nous, c'est est-ce que vous respectez la norme? Est-ce que vous êtes dans la norme? Mais Jean-Marie, il faut dire une chose. Oui. Le cas du Congo est exceptionnel. C'est-à-dire? Pourquoi? Vous allez vous rendre compte que les médias au Congo, à 90%, sont des médias de politique. Alors, je ne vous parle pas d'une certaine oligarchie, non, des politiques directement. Et vous en connaissez. C'est-à-dire les acteurs politiques. L'acteur politique est le DG de sa chaîne. Il est le DG de sa chaîne. Alors, nous sommes en train de travailler dans notre... C'est encore une étude au niveau du bureau. Comment vous pouvez arriver à détacher tout cela? Parce qu'on voit les hommes politiques, dès qu'il veut faire sa campagne, il va le faire sur sa radio, dans son coin, et il va faire transmettre les messages, etc. C'est difficile de réguler comme ça. Non, mais non, là, ils seront obligés de prendre des distances. Parce que dans la nouvelle directive du CESAC, c'est que le politique ne sera plus DG de sa chaîne. Vous êtes politique. Vous allez interdire ça? Bien évidemment. Ça se passe en Italie, ça se passe un peu partout. Vous avez vu le problème qu'a eu Berlusconi. Oui. C'est à cause de ça. Vous êtes politicien, vous ne pouvez pas avoir les médias, vous ne pouvez pas contrôler les médias. Parce que si vous contrôlez le média, vous contrôlez la parole. Ce que nous nous refusons, c'est la monopolisation de la parole par un camp politique. Et ça, ce n'est pas bien. Si vous lisez les livres de Gbagbo, le franc CFA, il dit le problème de l'Afrique, ce n'est pas la faim. Le problème de l'Afrique, ce n'est pas des guerres, c'est la confiscation du pouvoir par un groupe de gens. Et la même chose, la confiscation de la parole par un groupe de gens crée de la frustration et crée de l'insurrection. Aujourd'hui, est-ce que vous avez pu gagner que la RTNC, par exemple, média public, laisse passer les opposants? Bien sûr, c'est ce qu'on va faire. Il y a 3 étapes. Il y a l'étape de l'équité, il y a l'étape de l'égalité. Enfin, 2 étapes. Il y a l'étape de l'équité et l'étape de l'égalité. L'étape de l'équité, c'est l'étape préélectorale, où nous demandons à la RTNC d'ouvrir l'espace et accueillir les opposants. Et c'est quand même bien de signaler, depuis un certain temps, la RTNC diffuse les programmes des opposants. On a diffusé... Oui, on a vu la réunion de Lubumbashi. Donc on le fait. Et nous encourageons la RTNC d'aller encore un peu plus loin que ça. Et nous demandons à la RTNC de faire la même chose. Pendant la période électorale... Mais laisser les débats ouverts. Le débat doit être ouvert, le débat doit être égal aussi. Pas seulement ouvert, mais égal. Donc si vous recevez 2 personnes de la majorité, vous devez recevoir 2 personnes de l'opposition. Mais est-ce que le pouvoir va l'accepter, ça? Bien sûr. Vous voyez facilement des gens de l'Union sacrée laisser Fayoulou ou Sanga pendant 1 heure sur la RTNC? Vous savez, Jean-Marie, l'avantage d'avoir été dans l'opposition et arrivé au pouvoir, c'est qu'il y a des choses naturelles qui vous empêchent de tomber dans les mêmes erreurs. Et avec l'UDPS, il y a des choses qu'ils ne pourront pas faire. Avec l'Union sacrée, il y a des choses qu'ils ne pourront pas faire. Pourquoi? Parce que la majorité de ceux qui sont là aujourd'hui étaient dans l'opposition. Alors, ils ne vont pas accepter. Et ils étaient victimes de Ils étaient victimes, donc ils ne vont pas accepter. Voilà pourquoi il y a eu quand même ce mouvement d'ouverture, cette volonté d'ouverture un peu. Et ce que nous allons faire, nous disons, c'est déjà bien, maintenant nous allons essayer d'aller un peu plus loin que ça. Et c'est qu'on peut vous rassurer, parce que la RTNC ne sera finalement pas ce média du pouvoir comme à l'époque. La RTNC, véritablement, sera la chaîne de la population. Ce qui fait que les opposants auront le même temps de parole. Bien évidemment, l'opposition aura le même temps de parole et ça va Parlons-en maintenant de textes qui régissent un peu ce secteur. Il y a eu ce qu'on appelait les codes numériques et la loi Mouyaïa maintenant qui se met en place. C'est quoi les avancées? C'est une très bonne chose déjà, la loi Mouyaïa. On va dire ça. C'est une très bonne chose, c'est des avancées assez significatives. Il y a une certaine volonté dans le texte de corriger beaucoup de choses. Mais comme vous le savez, le plus important, ce n'est pas les textes. Le plus important, c'est la pratique. Parce que pour Montesquieu, il n'y a pas de mauvaises et de bonnes lois dans un pays. Il faut regarder si elles sont appliquées. C'est l'application d'une loi qui démontre si réellement cette loi elle est bonne ou pas bonne. Mais maintenant, la loi de M. Mouyaïa à la proposition du gouvernement nous redonne encore beaucoup plus de force, nous les CESAC, puisque nous sommes incontestablement les maîtres du contenu. Et ça nous donne encore beaucoup plus de force. Si vous lisez la loi, elle nous donne encore beaucoup plus de force sur la RTNC.
encore contrôler la grille. Parce que la différence qu'il y a entre nous et l'ARCOM, c'est au niveau de l'ARCOM, par exemple, c'est eux qui nomment les DG de leur RTNC, de leur média public. Ce qui devait être le cas chez nous aussi. Ce qui devait être le cas. Mais vous aurez à avoir ça. Hein. Bien sûr, il faut qu'on travaille. Si on change la loi, si on sent que vous avez plus de pouvoir. Parce que la question subsidiaire, c'est que les gens ne respectent plus les décisions du CESAC. Oui, mais là, on a vu le CESAC prendre des mesures contre... Il y a eu deux individus qui étaient à la fois députés et en même temps animateurs de quelque chose. Et puis qui dit non, moi CESAC... D'ailleurs, le CESAC a même perdu face à un individu. Vous allez voir que... Alors vous êtes le pouvoir public. Avec nous, ça va être différent. Comment vous allez faire? Mais simplement, on fait respecter la loi. Vous n'êtes pas la police, vous allez faire comment? On fait respecter la loi. Quand on a pris des décisions pour fermer les chaînes rwandaises, on a dit ce qu'on pouvait, ce qu'on voulait. Mais jusqu'à aujourd'hui, ces chaînes sont toujours fermées. Et on décide de le faire. J'allais poser la question. Est-ce que les chaînes du Rwanda émettent à partir d'ici, enfin, via Canal Plus ici ou pas? Non, c'est fini. C'est fini, les chaînes rwandaises sont fermées. On ne peut pas accepter que des médias rwandais puissent se donner le luxe de critiquer et d'insulter notre armée. On ne peut pas. On ne peut pas recevoir des leçons du Rwanda dans n'importe quel domaine. On est de très loin supérieurs à eux, en termes de démocratie, en termes d'avancée. On est en tout cas très loin supérieurs à eux. Vous n'avez pas eu de pression de la communauté internationale Une question a été posée. Etc. En France, oui, on nous a posé cette question-là. On est resté de marbre, on a dit pas question, ça n'arrivera pas. On n'ouvrira que lorsqu'ils vont changer, eux, à leur niveau. S'ils changent le discours, nous, on peut réouvrir. Mais tant qu'ils ne changeront pas les discours, on n'ouvrira pas. Alors, je reviens à la question de la police de l'Est. C'est ça qu'on parle. Comment vous avez fait pour contraindre les médias qui ne respectent pas vos décisions, par exemple, qui ne sont pas respectées par certains? Parce que soit ils se disent du pouvoir, soit ils disent je suis député, qu'est-ce que ça va me faire? On va fermer. On va fermer, c'est beaucoup plus simple. On vous ferme. Vous êtes capable de faire ça? Bien sûr. Bien sûr. Dans 2-3 semaines, on fermera beaucoup de médias qui ne sont pas en ordre. Quels seront les critériums pour le faire? Vous devez d'abord avoir... Vous dites dans quelques semaines. Dans quelques semaines. Vous devez être en ordre administrativement, économiquement, en termes d'infrastructure. Et il y a tout un tas de choses que l'on va devoir vous présenter. Donc je crois qu'il y aura un communiqué d'un peu de temps après la plénière. Il y aura un communiqué qui va finalement annoncer les couleurs. Et les médias qui ne seront pas en ordre seront fermés. Donc les médias qui n'ont pas de studios, qui n'ont pas de bureaux, qui n'ont pas de rédaction. Si vous n'avez pas de studios, on ferme. Ça c'est sans appel. Si vous n'avez pas de studios, si vous n'avez pas de sièges, on ferme. Ah oui? Ça c'est clair. Les laptopeurs... Non, mais c'est fini quoi. Cette histoire des laptopeurs, c'est fini. On ferme. Si vous n'avez pas l'avis favorable du CESAC, l'avis de conformité de l'ANER, on ferme. Si vous n'avez pas les documents du ministère de l'Intérieur, on ferme. Si vous n'avez pas payé la totalité de l'argent demandé au ministère de médias, à la banque, on ferme aussi. Et s'il n'y a jamais eu une inspection chez vous, pour voir si vous avez les matériels adéquats, si vous travaillez dans les conditions qu'il faut, on va aussi fermer. Et les clientélistes ne vont pas fonctionner? Non, pas du tout. Les hommes forts, les hommes du pouvoir, les amis d'eux? Pas du tout. La République des hommes forts est partie, elle est oubliée. Nous sommes maintenant dans la République des textes et de la norme. Et les hommes forts, ça n'existe plus. Alors, comment ça se passe l'ambiance à la plénière? Il y a les hauts conseillers et puis il y a vous qui avez été élu par cela. Est-ce qu'il y a de la subordination? C'est un travail de coordination, enfin, de collaboration entre vous? Alors, au CESAC, c'est d'abord une gestion collégiale, mais chapeautée par un leadership. Mais les plénières se passent dans des conditions je crois, les meilleures de conditions que possible, puisque depuis qu'on est là, nous n'avons jamais eu de heurts au niveau de la plénière. Pas de conflit? Pas du tout. Pas du tout. Il n'y a jamais eu débordement de langage, il n'y a jamais eu manquement de respect. On tient à respecter les autres. Et c'est ce qui est formidable. Nous avons trouvé des aînés qui étaient là avant nous, donc ils sont là, ils se comportent bien. Et nous qui venons d'arriver, nous nous comportons aussi bien. Et donc, on est bien. Alors, le CESAC, ce n'est pas Bossembe. Le CESAC, c'est l'ensemble. C'est ce qu'on dit. Oui. Alors là, Bossembe a mené son leadership comme il est ami proche du pouvoir. Non, pas du tout. Il le régente. Pas du tout. Vous savez une chose, hein? Tous ceux qui ont cru être amis du pouvoir ont été bouffés et malmenés. C'est le mauvais, je veux dire, le moins servi. Si vous devenez ami du pouvoir, c'est fini. C'est pas possible. Faire du trafic à chaque fois? C'est pas possible. Je vais parler au président, je vais dire au président, le président m'a dit.
Alors moi déjà les gens ils savent que ces langages-là, je ne peux pas utiliser. D'abord par mon éducation, mon père m'a toujours dit de ne jamais montrer mes muscles, mais plutôt montrer la raison. Et donc c'est comme ça dans ma tête. Donc je ne peux pas dire je suis l'ami de tel, même si on était ami de tel, on ne le dit pas. Parce que les gens n'ont pas besoin de ça, les gens ont besoin d'un résultat et les gens ont besoin du travail. Donc l'ambiance elle est plutôt bonne, elle est plutôt détendue, mais des grandes décisions sortent toujours dans cette ambiance-là. Alors, parmi les questions qu'on m'a posées, enfin, m'a envoyé, ça pouvait me manquer. Demandez à Christian Bossembe, président d'ICESAC, il est parti en Europe faire la tournée. Un, pour faire quoi? Deux, comment il est parti et s'est mis dans la gueule du loup comme ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, je suis parti pour, on va dire, négocier certains partenariats, réchauffer certains. La tournée Schengen? Oui, donc c'est une tournée, je devais faire la France, je devais faire la Belgique, je devais faire le Luxembourg, je devais aller voir comment ça se passe ailleurs. C'était d'abord ça le but. Et c'était une réussite totale puisque j'ai vu tout le monde. Et d'ailleurs, un peu plus que j'avais prévu. Donc c'était une très bonne chose. Je suis même allé au Sénat belge, ce qui n'était pas prévu au départ. Je suis allé le voir, on a parlé avec eux. C'était vraiment très bien. Alors donc c'était d'abord ça le but. Je n'étais pas allé me pavaner parce que j'en ai pas besoin. On n'a pas beaucoup de temps. Donc on pensait qu'ils étaient partis en vacances. Non, pas du tout. Faire quelques emplettes. Mais pourquoi Faubourg Saint-Honoré. Non, pourquoi de vacances quand vous avez seulement 4 mois d'exercice? On est là depuis 4 mois. Alors si on commence à prendre des vacances dans les 4 mois, ça veut dire qu'il y a un truc qui ne marche pas. Quand les frais d'émission commencent à tomber, on a plus de marge de manœuvre. Alors non, maintenant nous, le problème, bon, les frais d'émission, c'est que ça, c'est une autre histoire. On en parlera peut-être plus tard. Mais là, j'étais d'abord allé faire ça. C'est ça le problème. Donc voilà. Et alors, est-ce que quand un président se déplace, il y a toute la logistique et le protocole qui l'accompagne? Oui. Qu'est-ce qui s'est passé que le président soit comme ça livré, excusez-moi du peu, à ses malfrats, sans foi ni loi? Bon, vous savez, ça arrive. Si le président Macron a été giflé en France par un Français... Avec un œuf il y a quelques jours. Bah alors, avec un sur œuf... sa tête. Si déjà quelqu'un, l'homme le plus puissant du monde à l'époque, M. Bush, a vraiment réussi à la chaussure en plein visage. Si Netanyahou, je crois, a eu ça, Premier ministre israélien, a eu ça chez lui aussi. Donc je pense... bon, voilà, je crois que... Ce sont les restes du métier, on va dire comme ça. Oui, ça arrive. Seulement qu'il faut considérer que dans notre pays, nous avons une composante de personnes qui pour eux, la discussion n'a pas d'importance. Il faut la brutalité. Et il faut comprendre ces gens-là. Ils ont certainement des revendications à faire. Ils les dirigent peut-être mal, mais on ne jettera pas le bébé et l'eau du bain. Je crois qu'à un moment donné, il faut qu'on écoute. Est-ce que vous avez eu peur pour vous, pour votre santé? Non, la peur, il y a une chose que j'ai peur en fait. J'ai peur de la peur. J'ai peur d'avoir peur. À part ça, je n'ai pas peur. J'ai pas peur. Et, par contre, j'ai pitié. J'ai pitié lorsque la violence saisit les cerveaux des gens et la violence ne leur laisse même pas une occasion d'écouter. Et ça. Ils vous ont pas écouté? Non, pas du tout. Ils n'ont pas voulu partager? Pas du tout. C'est ça aussi le petit souci. Mais après, je n'ai pas de haine, j'ai pas de colère, j'ai pas de rancune, j'ai pas de vengeance, j'ai aucune envie en tout cas. Mais Bossembe collabo, ça sort d'où ça? Alors le terme, c'est ça aussi le problème qu'on doit définir bien les concepts. Nous sommes des consommateurs de concepts, mais nous savons pas exactement ce que c'est. Qui est collabo? La première fois qu'on parle de collabo, c'était des gens, des Congolais, enfin, je veux dire, des nationaux qui coopéraient avec des régimes étrangers pour maltraiter les peuples. Ce n'est pas le cas. Par exemple, les Français qui collaborent avec des Allemands. Mais alors, c'est pas le cas. Donc, quand on dit des termes parce qu'on veut le dire pour se faire plaisir, à un moment donné, c'est pourquoi je dis aux gens... Donc, Bossembe qui collabore avec Félix Tshisekedi contre les Congolais. Ça, c'est juste ça. Bah, vous voyez, donc à un moment donné, il n'y a pas de raison. Aucune pratique, noble soit-elle, ne peut justifier la pratique du mal. Je ne peux pas comprendre. Non, pas du tout. Pas du tout. J'en veux plutôt à l'esprit qui les dirige, qui les dirige. Je crois que ces gens méritent un peu d'attention, un peu d'amour. Je crois qu'il faut ouvrir l'espace pour les écouter de temps en temps, échanger avec eux, discuter avec eux, afin qu'ils disent ce qu'ils veulent. Et le président en dit quoi alors? Il vous a appelé quand même? Non. Pourquoi ils vont m'appeler? Ben, pour prendre de vos nouvelles quand même. Non, mais il y a toute une administration pour ça. J'ai parlé avec le Premier ministre. C'est déjà le président. Mais lui aussi pouvait quand même passer un coup de fil. Non, il faut... le président, j'ai appris, qu'est-ce qui se passe? Non, le président le fera au moment opportun. Mais il n'est pas. C'est pourquoi il faut. Mais il avait eu l'info quand même. Oui, mais il ne faut pas réduire le président à ça. À prendre de nouvelles des gens. Non. Le président, il est président de la République. En fait, quand le Premier ministre vous appelle, déjà,
Quand vous avez l'appel du ministre des Communications, quand vous avez l'appel de plusieurs ministres, c'est déjà suffisant. Maintenant, qu'est-ce qui doit être fait après? C'est ça qui est le plus important. Le président de l'UNPC vous a appelé aussi. Oui, tout le monde en tout cas. Hein. Vous m'avez appelé d'ailleurs en premier. Oui, je pense. En non, premier. Oui, oui. Non, premier. je crois que c'est ce qui est arrivé, mais après, on ne va pas rester là. Il faut apprendre. Est-ce que les prochains voyages, vous allez prendre des dispositions désormais? Vous faire accompagner de quelques gros bras quand même, on en a. Hein? Oui, oui, on prendra des précautions. On prendra certes des précautions, oui. Mais voilà, cette histoire, je l'ai oubliée. Mais c'est jamais suffisant. Oui, je l'ai jamais oublié. Le problème, c'est prendre des mesures. Hein. Si on prend des mesures, là, ça va. Mais qu'est-ce qui est mieux? Ce qui est mieux, c'est d'arriver à taire cette affaire. Moi, je voudrais que je sois le dernier Congolais à être malmené, menacé, agressé dans ces conditions-là. Parce que vous le savez, je suis père de famille. Je ne voudrais pas que mes enfants grandissent avec une vidéo de moi dans ces conditions-là. Je n'aimerais pas ça et je ne voudrais pas que ça arrive à quelqu'un d'autre. Donc, si nous pouvons, de façon unanime, arrêter cette affaire, ça va être une très bonne chose. Appeler les autres au débat. Appeler les autres à la raison, dire aux gens, vous pouvez ne pas aimer quelque chose, mais discuter. Et ils revendiquent quoi? Alors, mais c'est ça le problème. Donc, il faut à un moment donné... Aujourd'hui, ils revendiquent quoi? Alors, hier, c'était contre les musiciens, les politiques des Mobutu, des Kabila, mais aujourd'hui, ils revendiquent quoi? Je crois qu'il faut les aider. Il faut leur donner un canal d'expression. Ils doivent apprendre à exprimer leurs pensées librement. Et on ne peut pas être d'accord. Vous savez, c'est Gustave Le Bon qui le dit, les divergences intellectuelles se supportent. Et la raison la plus forte l'emporte. Mais les divergences sentimentales ne se supportent pas. Ça, c'est solde par la violence. Quel message pour vous, là? Je vous écoute. Amour et pardon. Vous les avez pardonnés? Bien sûr. Depuis le même jour. Pardon? Et vous les aimez quand même? Oui, oui, bien sûr. Je les aime beaucoup, ils sont congolais. Pardon et amour au métier, Christian Bossembe, aujourd'hui, avec l'œil du régulateur, comment vous trouvez cette presse, ces médias congolais? Est-ce qu'ils sont appelés à devenir professionnels ou, comme on dit, c'est une fatalité? Trop de brebis galeuses, il faut faire avec. Sous nos yeux, nous assistons à la naissance d'une presse, excusez-moi du peu, délinquante. Délinquante? Oui. Il y a d'un côté une presse sérieuse, une presse de recherche, une presse de vérité, une presse d'investigation, une presse laborieuse. Eux, c'est des gens que nous allons encourager. Mais des gens que nous allons traquer, arrêter et extirper de la société, c'est cette presse délinquante. Est-ce que vous allez supporter les critiques? Bien sûr. Parce que dès que vous allez commencer à fermer, ça va y aller. Hein? Bien sûr, ça va. Internet, on va vous traiter de dictateur. On appelle ça le prix du progrès. De l'envoyer pour non, on appelle ça traquer... On appelle ça le prix du progrès. Nous n'allons pas nous arrêter. C'est quoi une presse délinquante? La presse délinquante, c'est cette presse qui s'inscrit dans la logique de diviser, dans la logique de promouvoir des fake news. On appelle aussi des fake newsers. Ça veut dire qu'ils sont à l'aise à mentir. Est-ce que nous sommes sérieux? Est-ce que nous avons mesuré le dégât que causent ces genres de tweets? Un seul tweet peut diviser une famille. Un seul tweet peut diviser un pays. Il faudrait arrêter ça. Vous ne serez pas à l'aise, Jean-Marie Kassamba, que vous êtes à la maison et un journaliste va à la télévision et commence à t'insulter, insulter ta femme, tes enfants, parce qu'il veut le faire ou parce que quelqu'un lui a donné de l'argent. Alors à un moment donné, il faut qu'on arrête cette histoire. Vous aurez une machine contre ça? Bien évidemment, une machine la plus lourde. Puisque, qu'est-ce qui va se passer exactement? Ce que nous saurons, le contenu, nous saurons qu'est-ce qui vous anime à dire des choses comme ça. Nous demandons aux journalistes de continuer à faire leur travail. Critiquez si possible, il n'y a pas un problème. Critiquez. Soyez même contre si vous voulez. Mais n'insultez pas, ne propagez pas des rumeurs, n'apportez pas votre soutien aux groupes terroristes. Ça ne passera pas. Vous êtes Congolais, journaliste congolais, si vous relayez une information de l'armée rwandaise, de l'armée ougandaise, si vous relayez les M23, à la minute, on vous ferme. Ça, c'est clair. On ferme votre média, puisque en France, il y a des choses qu'on ne peut plus tolérer. Les médias russes ont été formés. Ils ont été fermés. Fermés? Alors, ils ont été fermés. Oui. Et la même chose, aux États-Unis, plusieurs médias russes ont été déconnectés. Des réseaux même, des comptes Twitter, des comptes Facebook russes, à tendance russe, ont été déconnectés. Et je ne vois pas pourquoi on ne le fera pas ici. Donc la blague qu'il y avait hier
elle n'aura plus lieu. Alors, imaginez que ça se passe sur RFI, sur France 24. Vous allez faire comment? J'étais à RFI. On était à RFI, je parlais avec eux. Oui. Je leur ai dit la même chose. Je leur ai dit, vous avez intérêt. Vous avez intérêt de respecter la norme et de respecter la déontologie. Vous êtes des journalistes, respectez la déontologie. Arrêtez de prendre de position et surtout arrêtez d'influencer les gens dans leur position. Limitez-vous à donner les faits. Et parce que on n'arrête pas un journaliste pour les faits qu'il a exposés, mais pour les commentaires qu'il a émis. Et ça peut être dangereux. Donc du moment où vous affirmez des choses, vous devez être sûr que vous êtes... Mais les gens qui pensent toujours que quand vous fermez France 24, RFI, eh bien, vous êtes contre la démocratie, vous êtes contre la liberté d'expression, etc. Non. Et c'est Tshisekedi qui en prend plein la tête avec son gouvernement. Moi, je suis bien d'accord avec la démocratie. Oui. Mais je vais vous faire un commentaire personnel. Personnel. Ici, ce n'est pas le CSA qui parle. Oui. C'est moi qui parle. Oui. Jean-Marie, vous êtes quelqu'un de culture. Dites-moi, quel est le pays qui s'est développé avec la démocratie? Pas suffisamment. Un seul pays qui s'est développé avec la démocratie. Tous les pays du monde ont commencé avec l'autoritarisme, avec la dictature. La on va Chine, dire ça la comme France, ça. Tous les pays. À un moment donné, oui, quand ils ont atteint un certain niveau, alors ils se sont dit, bon d'accord, on va commencer à le faire. Vous voulez que Tshisekedi soit dictateur? Non, pas du tout. Ça, je vais fermer la parenthèse. C'est pour vous dire tout simplement que la démocratie dont on veut nous parler, c'est nous qui devons penser notre démocratie. La démocratie, elle est universelle, mais sa pratique est locale. Nous devons nous-mêmes savoir c'est quoi les limites de notre démocratie. Je ne vois pas la démocratie te donner le pouvoir de m'insulter moi. La démocratie te donne le pouvoir d'exprimer ta pensée. Mais que dans ta pensée, qu'on ne trouve pas un venin qui va me détruire moi. C'est aussi ça la démocratie. Alors, il y a une des questions ici qu'on m'a posée, et je vous la pose quand même. Si un militant de l'Union sacrée, par exemple, insulte, vous allez faire comment? S'il insulte. Parce qu'il y en a suffisamment qui insultent. S'il insulte où? À la télé. À la télé. La chaîne va être fermée. Les réseaux sociaux. La chaîne va être fermée. Que la personne qui est victime de l'insulte nous saisisse le CSAC directement. Vous allez voir comment ça va se passer. Ça va aller très vite. Ça va aller très vite. Lorsque quelqu'un s'est plaint contre un journaliste, on a sanctionné les journalistes. On n'est pas allé par 4 chemins. On l'a fait. Donc si quelqu'un s'est sent, il faut qu'on arrive aussi ça. Vous me permettez d'ailleurs de le dire. Il faut que les Congolais qui nous suivent à la maison comprennent une chose. Lorsque vous êtes heurté dans votre chair, quelqu'un vous a insulté à la télévision et que vous n'admettez pas ses propos, saisissez le CSAC directement. Dites au CSAC, j'ai suivi telle émission, on m'a insulté, on a dit ceci, on a dit cela, je veux une réparation. Le CSAC va lui-même travailler pour récolter les informations. Vous avez des juristes qui ont à la fois la loi et qui peuvent faire... Nous avons un secrétaire d'instruction sur notre tribunal. Et c'est le secrétaire d'instruction qui analyse les faits, qui analyse le rapport du monitoring, et puis après ça sera ça. Si c'est une saisine d'office, ça arrive très souvent, mais si c'est une saisine, ça dit par plainte, le secrétariat d'instruction écoute les dossiers. Quels que soient les médias. Quels que soient les médias. En fait, chez nous, il n'y a pas de différence. Le CSAC n'a pas de différence. Sinon, voilà, si on était, comme vous le dites, pro-tel ou pro-tel, certains médias du pouvoir allaient déjà, certains médias qui sont proches à l'opposition allaient fermer. Donc, c'est pas ça notre problème. Terminons cette émission. Notre but, c'est de réguler sans déranger la liberté d'expression, réguler sans déranger la liberté de la presse. Alors, vous voyez à échéance 2023-2024, nous sommes à 300 chaînes de télé, par exemple, sur Kinshasa. En clair, quand vous allez fermer, ça va rester quoi? Une vingtaine, une trentaine? Mais ça sera une très bonne chose. Comme ça, Télé 50 aura beaucoup plus de publicité. Parce que ce qui se passe... C'est pour nous. Oui, mais ce qui se passe, c'est quoi? Oui. C'est que lorsqu'un publicitaire veut faire sa publicité, il dit, avec vous, Jean-Marie, tout ce que vous avez fait comme investissement, vous dites, non, moi c'est 40 000 $ la minute. Et il dit, mais tiens, 40 000 $ la minute, pourquoi? Je vais voir un laptopeur à qui je vais donner 200 $. Oui. Et alors, s'il a 10 ou 15 et vous laptopeurs, êtes dans le même réseau. Vous êtes dans le même réseau, du coup, vous ne pouvez pas voir vous ne pouvez pas sentir cela. Alors, pour corriger toutes ces choses, pour nous sortir de là, évidemment, qu'est-ce qu'on fait? On dit, les médias qui ne sont pas en ordre vont être fermés. Si les médias qui ne sont pas en ordre sont fermés, vous avez la possibilité de vous étendre, si vous êtes en ordre, bien évidemment. Et encore qu'il faut que Télé 50 soit en ordre. Toujours, et encore et toujours. Quelques questions, parce que vous savez, on est en direct. Hein. Il n'y a pas de problème. Professeur Oscar Mbambi à Brazzaville, il dit merci pour la qualité de cette émission. Posez la question au président.
quels sont les projets réels du CESAC pour la promotion des médias? Alors, la promotion des médias, c'est d'abord la formation dont on est en train de le faire. Et aussi la discussion sur la grille des programmes, sur les grilles des programmes, on va dire. Comment faire pour insérer des programmes qualitatifs? Comment faire pour sponsoriser, si possible, des programmes attractifs, des programmes qui vont nous aider à grandir dans l'esprit. On a dit tout à l'heure avec vous, des programmes sur la découverte, sur l'ingéniosité, sur l'architecture, sur la science, sur les mathématiques, sur toutes ces questions qui peuvent, n'est-ce pas, ajouter un plus. On a ça. On a tellement de programmes comme ça dans les formations des journalistes, des caméramans et des professionnels des médias, mais nous avons aussi des programmes d'aider les médias à avoir finalement des bons matériels. Et ça, on est en train de Jacques Kabamba à Paris, en France, on salue. Pourquoi ne pas mettre en place des mécanismes conjoints avec l'UNPSA, merci, et les patrons de médias pour régler certaines situations au lieu de saisir la justice? On ne saisit pas la justice. Personne n'a saisi la justice. Il y a des gens qui vont en justice. Lambert Mende était parti en justice contre Peter Chan. Oui, parce qu'il y a une certaine complaisance dans les corporations. C'est ça aussi, il faut qu'on se le dise, la vérité. Vous êtes président de l'UNPC, je ne vous ferai pas la remarque ici, mais vous savez combien de journalistes insultent? Ils excellent dans l'insulte. L'UNPC n'était jamais saisi du dossier. Et ça, c'est très dangereux. Alors, on ne peut pas laisser ça comme ça. Quand un monsieur se rend compte que l'UNPC, au lieu d'être finalement cette autorégulation, n'est plus l'autorégulation, laisse libre cours aux insultes et aux autres antivaleurs, les gens préfèrent aller là où ça va trouver une solution. Vous voyez, maintenant, nous avons rassuré les gens. À la première plainte, on a agi. Ce qui fait que nous avons plusieurs plaintes chez nous. Et nous encourageons les politiciens, nous encourageons les hommes politiques et bref, tout le monde. Avant de saisir la justice, saisissez-nous d'abord. Nous pouvons corriger ça. Le plus important, ce n'est la place d'un journaliste, ce n'est pas en prison. La place d'un journaliste, c'est dans sa rédaction. Mais il faudrait aussi que le journaliste comprenne que sa plume n'est pas une arme. Le journaliste ne peut pas tuer en écrivant. Certains discours qui passent à la télévision doivent être des discours à exclure. Les discours de division, les discours de tout ce qui va comme dans le sens de diviser. Donc c'est pourquoi nous interpellons les gens de nous saisir nous, mais de saisir aussi les instances d'autorégulation. Est-ce que vous savez que vous êtes aujourd'hui sous surveillance de l'opinion, qu'à chaque libertinage ou chaque liberté accordée au pouvoir ou à tel leader, on va vous invectiver, vous, dans un premier temps? Je comprends, mais c'est pourquoi on y travaille. Vous avez, par exemple, nous avons une directive sur les réseaux sociaux qu'on mettra en place tout à l'heure. Mais là encore, ça va être grave. Les gens vont parler comme ils veulent, mais nous allons fermer des comptes TikTok. On ne peut pas... Des comptes TikTok? Bien sûr, on ne peut pas... Avec le code numérique? Bien sûr. Mais Jean-Marie, c'est quelle manière? Toutes les filles au Congo, la majorité, elles ne savent plus rien faire que danser sur TikTok. Oui, par exemple. Et déhancher, et de la manière la plus indécente que possible. Oui. On parle sur... Vous allez réguler ça? Bien évidemment. On parle sur TikTok, sur la vie privée des gens sans gêne. Oui. On peut insulter les gens, mais ce n'est pas possible. Donc c'est des choses qu'on ne peut pas comprendre. Faites attention. On ne sera pas. Vous qui passez tout votre temps sur TikTok. Oui, tous ceux qui sont dans TikTok, ils doivent comprendre une chose. Le contenu que vous mettez dans TikTok nous concerne nous. Et si vous ne voulez pas nous avoir sur le dos, il est mieux maintenant, parce qu'on va faire, on aura un programme d'un code de bonne conduite qu'on fera avec tous les médias, tous ces médias-là. On va s'entendre, on va signer un code de bonne conduite. Merci beaucoup, Président. Tango ekoki oyoyo, tango ngoyo ekoki, Papa Stéphane Balamwange, oyeye.